Bonjour, je suis Madame le Dr Heidi Collins. Je vais parler aujourd'hui des approches nutritionnelles en ce qui concerne les personnes du syndrome LR dans l'os et toute la partie gastro-intestinale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans ma présentation, aucune partie de ma présentation. Les problèmes gastro-intestinaux dans le CED sont fréquemment rencontrés. C'est documenté dans la littérature et parfois ce n'est pas apprécié par le clinicien. Nous avons des problèmes de la fonction immune, nous avons des problèmes aussi. Mais pourquoi ceci arrive? Tout d'abord parce qu'il y a des problèmes de la structure du tissu connectif, ce qui fait en sorte que ceci soit affecté. Il y a des problèmes de dysmotilité, il y a des problèmes donc de troubles gastro-intestinaux dans la fonction. Il y a ce qu'on appelle aussi l'intestin perméable, des problèmes gastro-intestinaux. En plus, le système autonomique nerveux qu'on voit ici, on va parler de dysautonomie, et on a le problème de hypotension, de POTS, de stop en français. Et très souvent, je peux décrire les sujets en disant qu'ils peuvent avoir des problèmes au lieu d'être au repos, parce que ça veut dire que le système gastro-intestinal ne fait pas sa fonction. Un autre aspect très important au niveau du syndrome SED, c'est qu'il y a donc un dérèglement de la fonction immune et de la flore, ce qui permet de déclencher des allergies, des problèmes au niveau systémique, au niveau régional, et tous ces problèmes du système immunitaire. Il y a plusieurs façons. Le SED peut affecter la capacité de la personne de trouver une situation nutritionnelle adéquate. Et nous devons voir comment ce régime nutritionnel est fondamental. Dans une déficience nutritionnelle, dans le cas du SED, ceci peut arriver dû à une malabsorption ouverte déclarée. Et c'est multifactoriel. Ceci peut être dû à des problèmes intrinsèques, aussi à des problèmes gastro-intestinaux avec des vomissements, diarrhée, dysautonomie, de l'inflammation et des problèmes de fonction immune ainsi que d'autres problèmes où nous voyons des problèmes de déficience nutritionnelle dans le SED. Et ceci peut être résolu avec l'approche nutritionnelle, avec un régime adéquat. Nous avons des problèmes même chez des gens qui mangent bien et qui ont évidemment le nécessaire. Donc le syndrome SED est aussi mauvais. Et si vous avez des comorbidités associées, ceci va l'empirer. Et nous devons le voir en ce qui concerne l'absorption des éléments comme des pseudo-allergies ou des intolérances qui peuvent mener à des problèmes où ça va s'empirer et ça va devenir de mauvais empires. Il faut minimiser l'impact de SED et tout ce qui est associé en tant que comorbidité que la personne puisse avoir. Toutes les comorbidités doivent être contrôler toutes les maladies concomitantes. Avant de considérer ceci du point de vue nutritionnel, il est fondamental d'apprendre le nécessaire sur les aspects de la nutrition avant de rentrer dans des recommandations pour le syndrome LR dans l'os. Il faut voir ce qui va faire en sorte l'approche diététique normale et saine pour tous les humains. Si vous comprenez ceci, vous avez un contrôle adéquat et vous pouvez améliorer votre santé. Je crois qu'il est important de constater que l'objectif fondamental, le pourquoi nous devons considérer ceci, c'est parce qu'il faut essayer d'avoir le matériel échafaudage, le matériel structurel. Et ça vient de ce que l'on mange. Il y a donc la partie de la diète, ceci peut être ce que vous buvez, ce que vous mangez, et aussi ce que nous appelons supplements, tous ces compléments alimentaires, tous ces éléments que l'on va ajouter à notre diète. Il est important parce que ce que vous mangez dépend de la façon de préparer la nourriture. Vous pouvez manger les choses sans coction, et ceci peut être
une biodisponibilité d'absorption plus élevée ou plus faible. Ceci est complété avec apprendre à cuisiner. Ceci est important, il faut vous éduquer en ce qui concerne la différence entre ce qui a été génétiquement modifié et pas, toute la partie organique, naturelle et tout ce qui a été génétiquement modifié. Il faut comprendre tout ceci, apprendre tout ceci en ce qui concerne la nutrition, tous les aspects nutritionnels chez les humains. Les protéines, c'est un type de carburant, mais ce n'est pas le rôle fondamental. En général, les protéines, nous utilisons les lipides et les hydrates de carbone en tant que carburant. Les protéines vont donner les acides aminés et vont construire, fabriquer d'autres protéines. Vous avez ici un triple hélice, vous avez le collagène, c'est une protéine, et vous avez les molécules structurelles. Et ceci, c'est les formes de molécules de transport comme l'hémoglobine, les protéines de membrane qui vont permettre donc les ions de passer dans une neurotransmission. Vous avez ici, par exemple, des protéines, les hormones aussi constituent des protéines, l'insuline, les enzymes dans les réactions chimiques sont très importantes. Les aminoacides, les acides aminés sont très importants. C'est essentiel. Nous pouvons avoir les conditionnels, les essentiels ou ceux dont on peut se passer. Nous avons besoin de protéines et dans ce cas pour créer les acides aminés. C'est le code pour former les protéines, ce que le gène va nous donner. Tout gène va donner la séquence exacte des acides aminés qui vont fabriquer les protéines. Pour qu'ils fabriquent une protéine déterminée, ils sont capables de faire des acides aminés s'unissant à des protéines déterminées, mais il faut voir ce qui va être consommé, produit. Il y a une terminologie. On dit donc essentiel, ce sont les acides aminés que nous ne pouvons pas construire, et ce que l'on peut fabriquer, c'est ce qu'on appelle dispensable, c'est ce dont on peut se passer du point de vue de la diète. Et nous devons voir les conditions de santé, les maladies aussi, et tout ce qui est hérité aussi, les maladies héréditaires sont importantes en termes de stress. Et d'autre part, tout ce qui est acide aminé dont on peut se passer devient essentiel si l'on a une maladie déterminée. Donc c'est conditionally essential. C'est essentiel dans des conditions déterminées. Il faut dire que les protéines, par exemple, ça dépend du moment de la vie. Si vous êtes jeune, si vous êtes âgé, ça dépend du moment dans la vie de chacun. Ça, c'est les protéines. Et maintenant, j'ai ici une sorte de présentation qui est très utile, va vous donner la différence entre les protéines complètes et incomplètes. Vous devez penser à protéines complètes, par exemple, ce qui viennent des animaux, et incomplètes, ce qui viennent des plantes. Et quand vous avez un manque de variabilité pour les aminoacides, eh bien c'est parce que les végétaux sont incomplets. C'est des protéines incomplètes. Et vous devez trouver toute une variété pour trouver les acides aminés essentiels. Mais pour cela, il faut manger des combinaisons de tout pour avoir les protéines complètes. Une exception, c'est le soja. Le soja a eu une énorme acceptation due à ça, parce que c'est la seule famille de protéines végétales complètes. Vous avez ici d'autres protéines qui ne sont pas complètes par rapport. Et ceci ne va pas vous donner l'ensemble de vitamines et minéraux dont vous avez besoin. Le soja a des problèmes aussi parce qu'il y a un effet oestrogénique, c'est ce qu'on appelle, ceci peut provoquer des problèmes de santé. Il est important de constater ici les ingrédients ceux qui mangent beaucoup d'hydrates de carbone peuvent manquer des protéines dans le régime alimentaire. Il faut penser aux hydrates de carbone et nous avons mentionné que les protéines étaient utilisées pour les structures, mais vous devez penser que les hydrates de carbone constituent des carburants. Ceci va être décomposé en glucose. Une exception, c'est les fibres, sont les fibres. Les fibres ne vont pas être décomposées normalement facilement. Qu'est-ce que l'on fait avec un excès de glucose? Eh bien, de petites quantités peuvent être stockées en tant que glucogène musculaire ou au niveau hépatique. Et le reste va devenir de la graisse que l'on va stocker
alors vous avez des bons et des mauvais régimes alimentaires. Et si vous avez donc l'index glycémique, c'est marqué en rouge ici. Ce sont les mauvais, ce sont ceux qui sont pleins de sucre et ceux-ci qui vont donc être stockés en tant que graisse. Vous avez donc à court terme ceux qui vont être stockés et vous avez besoin de ça à un moment donné quand vous allez utiliser cette énergie pour faire du sport, etc. Sinon, ceci va être gardé au niveau hépatique. Les hydrates de carbone, on les trouve chez les végétaux en général. Il y a aussi la façon de trouver les hydrates de carbone en forme de lactose. Vous avez ici, vous avez une catégorisation de la classification des hydrates de carbone. Vous savez très bien, nous avons ici à gauche les sucres et des sous-groupes, les monosaccharides, disaccharides. Et vous avez donc des molécules, une ou deux molécules bases. Et vous avez à droite quelques exemples. Les alcools, c'est polyol. Et nous savons très bien que ceci arrive d'une façon naturelle. L'alcool, vous l'avez par exemple dans le type de sweeteners, dans le type de sucrètes, ce type de, par exemple, qui ne sont pas naturels. Vous avez donc saccharose, lactose, maltose. Et vous avez ici, par exemple, des fructooligosaccharides. Nous devons considérer les amidons, les fibres qui ne sont pas avec des caractéristiques d'amidon. Une chose que vous devez constater ici, si vous regardez de près, c'est l'acronyme FATMAP. Et vous avez la classification des hydrates de carbone. FATMAP vient de Fermentable Oligosaccharides. Ce sont les monosaccharides et les polyols. Et maintenant, on va parler des lipides. Il est important d'apprendre à propos de l'huile, à propos de la graisse. Le terme que l'on utilise, c'est les lipides. Les lipides vont comprendre la graisse. Et la graisse, ce sont des molécules solides à température. Ce qu'on appelle room temperature, la température normale. Et l'huile, bien sûr, est dans un état liquide. Les lipides permettent de stocker l'énergie. Nous avons les bonnes graisses. Il y a deux types d'énergie, les saturés, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Vous avez ici, par exemple, ceux qui sont difficiles à transporter dans le sang, et ceci est gardé dans le sang. Vous avez les acides gras, et les acides gras, vous pouvez dire qu'ils sont essentiels ou pas. Si vous regardez ici ce que j'ai présenté sur ces diapos, les bonnes graisses comprennent les saturés. Par exemple, le fromage, ce qui est du beurre, etc. Monoinsaturés, c'est-à-dire les monoinsaturés, c'est la graisse où vous avez 10% simplement par jour. Et les polyinsaturés, c'est le type, ce sont les meilleurs. Vous avez oméga 6, oméga 3, les acides gras. Mais en bas, j'ai présenté les trans-fats. Ce sont les mauvais gars. Les trans-fats, c'est graisse trans, c'est la graisse qui est mauvaise. Elle n'est pas bonne pour la santé. C'est vraiment... je n'ai pas le temps ici pour vous donner une idée sur la graisse trans. Mais je dois dire que ce trans fatty acids, ces acides gras sont pas sains, sont très mauvais pour la santé. Vous avez ici des molécules en particulier et vous avez des phospholipides type glycérol. C'est un type de mélange qui est utilisé pour la texture des aliments. Et nous avons aussi des éléments pour donner de l'homogénéité et pour, par exemple, si vous avez un système que vous utilisez pour que ça colle pas au moment de, par exemple, passer au grill, eh bien ça, c'est utilisé dans la société occidentale, c'est très mauvais. Alors vous avez ici ces diapos, je ne vais pas essayer de vous dire de lire tout ceci, c'est trop petit, vous pouvez le lire, mais ce que j'essaie de vous présenter, c'est à gauche, vous avez les acides oméga 3 et vous avez à droite oméga 6, les acides gras.
Et au centre, vous avez l'écosanoïde. Les écosanoïdes vont servir de catalyseurs et ils peuvent être utilisés dans le métabolisme et dans la nutrition. Vous voyez que quand vous avez vers la gauche, vous avez la décomposition des acides gras, vous avez une sorte de partie où vous avez les coenzymes et ils sont provoquent moins d'inflammation. Et vous avez la partie en rose, c'est généré par les mêmes enzymes, mais quand vous allez décomposer les oméga 6, le message, c'est que vous pouvez donner autant que vous voulez, oméga 3, et c'est formidable. Vous avez moins d'inflammation, moins de processus inflammatoires. Le problème, c'est que si vous avez trop d'oméga 6, d'acides gras oméga 6, eh bien, vous avez un problème. Ceci ne va pas défaire les effets pro-inflammatoires générés par la décomposition de l'oméga 6. Et vous avez ici que c'est un problème d'éducation nutritionnelle pour expliquer. Vous ne pouvez pas simplement dire que c'est simplement vous prenez de l'huile de poisson. Non, il faut voir la diète comme un tout. Et vous devez dire que vous avez besoin de l'oméga 3 et de l'oméga 6. Et attention à ce que vous prenez. Les micronutriments, les vitamines et les minéraux. Les vitamines organiques sont essentielles parce qu'on ne peut pas fabriquer ceci. B12 par exemple, la condition c'est que vous avez la vitamine D par exemple. Nous sommes capables de fabriquer ceci, de former des métabolites actifs de la vitamine D, mais tout ceci dépend de la situation de santé de la personne pour faire ceci. Alors vous avez les vitamines A, D, E et K, et c'est des vitamines A, D, E et K, ce sont des solubles en graisse, sont liposolubles, et les autres sont hydrosolubles. Les minéraux sont essentiels. Vous ne pouvez pas vous en passer et non pouvons pas les fabriquer. Tout est essentiel, tout doit venir de l'extérieur. Vous avez la table périodique, vous avez ces minéraux. Et vous avez donc, ceci varie dans la quantité de minéraux que vous prenez dans votre diète. Vous avez ici le limite supérieure, il y a assez ou bien trop de minéraux. Et c'est compliqué en ce qui concerne l'équilibre de minéraux nécessaires. La table ici, si vous voyez cette courbe, les minéraux en pourpre sont essentiels pour les humains. Nécessaires dans de petites quantités, mais essentiels. Il y a d'autres minéraux qui apparaissent ici, des éléments qui apparaissent en vert, et ceci c'est suggéré comme essentiel en niveau trace, microtrace, c'est-à-dire un niveau inférieur, des parties par million. Vous avez qu'est-ce qui va pas avec notre diète? La plupart d'entre nous, et surtout dans le monde occidental, nous mangeons ce que nous appelons la diète occidentale. Et en particulier, il s'agit de quelque chose de très manufacturé. C'est différent par rapport à ce que l'on prenait il y a longtemps. En ce qui concerne, c'est plein de sucre. Nous avons une composition d'acides gras qui est supérieure en ce qui concerne les oméga 6 et moins d'oméga 3. Et c'est une composition des macronutriments qui va être riche en lipides pas sains et hydrates de carbone et pas de protéines. Vous avez une réduction de vitamines, pas assez de minéraux, pas comme avant, comme on mangeait avant quand on prenait la diète traditionnelle. Vous avez le rapport acide-base, vous avez des problèmes de contenu en fibres. Nous n'avons pas assez de fibres, et ceci, c'est pas sain, ça ne va pas promouvoir la santé. Et pour cela, nous devons dire, et je dois insister, que l'industrie moderne a eu une sorte de mantra en disant une autre fois, la chimie nous aide à mieux vivre, la chimie nous aide à mieux manger. Ils utilisent des stabilisateurs, des éléments pour émulsifier, des conservants, des éléments de saveur. Eh bien, j'ai toute une liste ici. Et vous mettez le contenu des nutriments, mais pas la façon dont la nourriture
va concerner la santé en général. Vous avez par exemple, ceci est très savoureux, mais c'est très mauvais pour la santé, très mauvais dans la diète actuelle. Donc vous devez manger pour minimiser la dysfonction autonomique. C'est ce que je recommande aux gens qui sont atteints du SED. La façon de manger, c'est minimiser l'impact des comorbidités que vous avez. Eh bien, je donne des exemples, je conseille, je dis, bon, il faut éviter des fluides hypotoniques. Quand vous parlez, il vaut mieux prendre, par exemple, des boissons isotoniques. Vous avez ici une dysfonction et dans ce cas, il faut considérer qu'il faut éviter des précurseurs des catécholamines. Et je vous recommande, et attention, la phénylalanine, c'est un sous-produit de l'aspartame. Attention, la phénylalanine et la tyrosine vont potentier cette isotonomie. C'est des précurseurs, c'est pas bon. Les hydrates de carbone. Il serait important réellement de limiter la charge glycémique ou glucémique parce que cet index glycémique est tel que ceci va provoquer cette dysautonomie, va contribuer à une réponse au stress et ceux qui ont cette pathologie vont avoir une hypoglycémie de réaction qui est très importante. Attention à la graisse, attention à l'équilibre des sucres et nous devons voir les vitamines qui sont importantes comme pour la fonction autonome. Vous avez ici par exemple les gens qui ont des déficiences de la vitamine B12 présentent des problèmes, des minéraux. Eh bien, il est important de considérer que le sel, ceux qui ont des dysfonctions, doivent comprendre que ces minéraux sont importants pour la fonction. Le magnésium est très important. C'est un élément qui va bloquer du point de vue adrénergique. Et il faut considérer minimiser la quantité d'histamine parce qu'il y a des dysautonomies dues à ça. Alors, je vais simplement vous dire qu'il faut manger pour minimiser la dysfonction immune par rapport à l'intestin, les allergies alimentaires, des réactions d'allergies alimentaires, l'ésophagie éosinophilique est importante à considérer, des problèmes de mastocytes est important et ceci peut entraver le bien-être des personnes. Attention aux effets croisés. Et je parle ici des effets qui peuvent, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas tolérer le latex et ils vont réagir mal quand il y a, par exemple, des avocats, des bananes et d'autres produits, d'autres fruits. Et je crois que les gens doivent considérer qu'il faut apprendre à reconnaître que tout réagit dans une diète, dans un régime alimentaire, diététique. Il faut voir, il faut éviter, par exemple, le maïs, il faut éliminer par exemple le blé et considérer qu'il faut trouver l'équilibre normal au niveau de la microbiote. Il faut que ceci puisse régler les fonctions et les fonctions du système immune. Toute dysautonomie doit être envisagée, étudiée, considérée, étudiée pour éliminer la dysfonction gastro-intestinale. Je vous donne ici quelques idées sur cette normbiose, cet équilibre microbien qui est important. Les probiotiques, les prébiotiques, les antioxydants et les fibres vont aider beaucoup. Et ce que vous mangez doit comprendre les végétaux, tout ce qui est des fruits sains, mais pas ceux qui constituent une source d'hydrates de carbone. Nous avons ici, par exemple, idéalement, il y a par exemple tout ce qui est, tout ce qui est pois chiches, tout ce qui doit être mangé, des lentilles, etc. Et vous avez des probiotiques qui vont contribuer à ce déséquilibre microbien. Ceci doit être considéré. Les déficients de vitamine D, des acides gras doivent être considérés. Il faut exclure, comme on a dit auparavant, il faut limiter tout ce qui est sucre raffiné, pas d'excès de sucre. Nous ne voulons pas des sucrètes, que ce soit naturelles ou artificielles, des conservants, des stabilisateurs, émulsifiants, et tout ceci doit être éliminé. Tout ceci indépendamment. Il faut voir l'équilibre microbien.
C'est fondamental. Pour certains, l'intestin n'est pas en équilibre. Donc, ils ont considéré les transplants fécales, un transplant fécal, donc ce qu'on appelle fecal transplant, pour éliminer ceci. Et vous avez ici un élément très important. Quelles sont la famille de nutriments, d'éléments dont on parle dans la nutrition? Il faut trouver un équilibre au niveau intestinal, microbien. Ceci est impliqué dans l'absorption. Et ceci, vous devez manger pour aider la digestion, pour favoriser l'absorption et le métabolisme, les vitamines, les minéraux. Vous devez reconnaître les réactions allergiques dues aux protéines et les intolérances alimentaires. Par exemple, si vous mangez sans gluten ou vous avez des glutamines, par exemple, ceci va aider à l'intégrité intestinale, la diaminoxydase et des problèmes d'histamine. L'hydratation est nécessaire. Et ceci va être à la mesure de chacun, mais il est nécessaire de voir le processus physique et les réactions chimiques et d'être bien hydraté. Je dis toujours aux gens que vous devez obtenir les vitamines, les minéraux de ce que vous mangez, et ceci est évident dans les gens, par exemple, des problèmes de magnésium, la vitamine B6, B12, la vitamine C, la vitamine D sont fondamentales pour les personnes qui ont le CED. Les personnes peuvent avoir de la nutrition parentérale. Et je dois dire aussi qu'il faut considérer que prendre des suppléments en excès doit être constaté, doit être considéré, évalué par un clinicien comme des produits pharmaceutiques. Tout ce que vous prenez dans une situation déterminée, par exemple, il faut penser au mastocyte, il faut penser que tout peut être considéré, qu'il n'y a pas une recommandation déterminée, un seuil déterminé. Ça dépend de chacun, mais ceci doit être analysé avec votre médecin traitant. Vous devez parler avec votre médecin traitant. Le clinicien doit considérer les interactions entre les produits pharmaceutiques que vous prenez et ce que vous mangez. Le problème alimentaire. Nous avons ici, bien sûr, j'ai parlé aussi de ce qui peut considérer la partie de substitution parentérale, des infusions, des injections, tout ce qui est redonné au corps le niveau. Et c'est ce qu'on appelle quand il y a des déficiences, déficits. Vous pouvez vous sentir à 100%, mais ce n'est pas à 100% au bout d'une semaine, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas penser que vous allez tout récupérer si peu. J'ai ici quelques éléments en ce qui concerne les risques diététiques, une restriction. Parfois, on a vu des régimes avec très peu de vitamine 12, des acides gras, et en ce qui concerne ces micronutriments, on considère que dans ces régimes diététiques, il y a une biodisponibilité des éléments qui vont être absorbés, et ça dépend, par exemple, je pense aux ions, par exemple le cuivre. Il faut faire attention à ceci. Des gens, par exemple, qui ont des restrictions parce qu'ils sont, par exemple, en train de manger ils sont des gens qui ne mangent pas de viande, qui sont des végétariens ou des végans, donc attention. Et nous devons voir, par exemple, vous avez des problèmes, par exemple, vous avez d'orthorexia, c'est des problèmes de troubles alimentaires. Ils doivent être traités, ils doivent être considérés. Et tous les problèmes intestinaux, et tout ceci va s'ajouter au problème du CED. En plus, ceci doit être individualisé. C'est une situation très complexe. Par exemple, l'isautonomie peut aggraver la dysfonction gastro-intestinale et la fonction immune. Et une chose peut entraver l'autre, vice-versa. Donc, c'est pour ça qu'il s'agit de quelque chose qui va se chevaucher, qui va être un rapport, les éléments les uns avec les autres, tout ce qui est l'allergie, l'ismotilité. Indépendamment, les gens me disent « je dois manger, mais je ne peux pas manger ». Vous me dites que je dois manger, mais je ne peux pas manger. Eh bien, c'est plus que la personne peut acheter, c'est ce que la personne peut manger. Et vous devez dire, vous devez manger, mais pas trop, et fondamentalement des végétaux.
Et voilà, et en particulier, je vois ça de Michael Pollan. Il est pour la nourriture naturelle. Et chez les jeunes, j'explique le nécessaire. J'explique qu'il faut se centrer sur manger quelque chose de traditionnel, pas le régime moderne, le régime diététique basé sur la chimie. J'ai ici, par exemple, une idée de 4 pages, c'est un document de 4 pages que je distribue quand je suis en train d'expliquer à mes sujets atteints de SED les recommandations diététiques. Et je leur dis, je donne ça, vous l'avez, je vous montre, vous avez la possibilité, vous pouvez imprimer le document sans problème, parce que je sais que vous ne pouvez pas lire ce que je vous présente ici, mais je vais vous dire où vous pouvez le trouver. Et aussi, il y a quelques applications de smartphone qui sont très utiles. Vous devez vous familiariser avec le contenu alimentaire de ce que vous mangez et pas simplement l'étiquette qui apparaît. Vous avez ici ce National Food Guide, ce guide alimentaire naturel qui vous dit ce que vous mangez, les fruits, tout ce qui est végétal, tout est décrit ici. En plus, vous devez penser ce que vous pouvez tolérer et vous ne pouvez pas tolérer. Mais ce qui est considéré comme très sain, merveilleux, peut vous donner des problèmes. Ça dépend de chacun. C'est pas parce que ce soit considéré comme sain que vous devez le manger. Alors il faut voir la situation de chacun du point de vue gastro-intestinal. Et les gens identifient des allergies, des immunodysfonctions, mais les gens doivent identifier eux-mêmes leur intolérance alimentaire. Ceci peut poser des problèmes et tout ce qui est attrait au régime alimentaire. Parce qu'un ingrédient, parfois ceci a trait à des éléments qui ont été ajoutés, à des ajouts et pas à l'élément principal du régime. Et la personne peut suspecter, peut se dire j'ai une intolérance à cet ingrédient, à cette partie, à ce type de nourriture. Et vous pouvez utiliser le système pour voir qu'est-ce qui contient ce composant alimentaire, par exemple des salicylates ou de l'histamine ou du nickel, si vous êtes allergique aux salicylates, au nickel, à l'histamine, ce que vous pouvez tolérer ou pas. Alors là, évidemment, si l'intolérance à des ingrédients, à des additifs chimiques sont évidents, les gens peuvent être, disons, peuvent avoir des problèmes aussi dans les médicaments. Il faut voir aussi les allergènes et il faut voir ce qu'ils peuvent tolérer du point de vue de la nutrition, mais aussi du point de vue pharmaceutique. Quand les approches nutritionnelles ne sont pas suffisantes, le médecin doit s'impliquer. Vous avez des régimes sains, vous avez des problèmes, ou simplement vous ne pouvez pas manger, il y a des nausées, il y a des problèmes de gastroparèse, des gens qui me disent je ne peux pas manger. Eh bien, dans ces situations, vous ne pouvez pas simplement parler avec les spécialistes ou les diététiciens. Vous devez parler avec le médecin traitant et vous devez inclure les thérapies cognitives, la déglutition, apprendre à changer la texture et prendre ceci d'une façon adéquate, la nutrition parentérale, même IV, le type intramusculaire, intraveineuse, la nutrition parentérale aussi, et il se peut qu'il y ait des dispositifs, même la chirurgie quand c'est nécessaire. Donc la nutrition, ça fait partie d'un processus où nous avons besoin des cliniciens. Eh bien simplement, vous n'êtes pas ce que vous mangez, vous êtes unique, vous êtes incroyablement unique. C'est ce que vous mangez, mais c'est ce que vous avez mangé à manger aussi à leur tour. Les ancêtres, la famille, le biome, le métabolisme aussi, ce qui va avoir un point très important en ce qui concerne la nature, le point de vue génétique, l'épigénique, les facteurs congénitaux, tout ceci est important. Eh bien, à ce point-là, simplement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'articles qui constatent les approches nutritionnelles dans le cas du SED. Et je dois dire que nous avons besoin de cette recherche. Et avec cela, simplement, je vais vous donner mon contact. Je crois que vous voyez que c'est tinyurl.com, HACMDEDS.
Et c'est bon, tout ce que vous voulez trouver, vous l'avez là-bas et c'est gratuit. Alors vous pouvez lire, vous pouvez contacter, vous pouvez simplement avoir accès à tout et vous pouvez lever l'information. Je vous prie de bien vouloir jeter un coup d'œil. Tout ce que j'ai, tout le matériel est là et je crois que je serais ravi de partager tout ce que j'écris sur la nutrition, sur le CED, et tout est à votre disposition. Ceci conclut les approches nutritionnelles dans le cas CED qui nous concerne énormément. Merci beaucoup de votre attention.